Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Alors j'ai décidé de façon non préméditée d'ajouter une deuxième partie à ma mise au point, je crois qu'elle porte le numéro 8, sur la question des émeutes en France et des réactions qu'elles suscitent. Et c'est un supplément, disons, à la mise au point que je compte consacrer à la question de la cause des émeutes. Parce qu'effectivement, de ce point de vue-là, ben, à l'heure qu'il est, donc au bout d'une semaine à peu près, on peut dire qu'on a déjà entendu tout et n'importe quoi. Je suis même tombé sur un commentaire qui sous-entendait, plus ou moins, enfin si on va au bout de sa logique, c'est ce que ça devrait vouloir dire, que les émeutes ont été en partie causées par le courrier des stratèges et votre serviteur. Pourquoi? Bah parce qu'on ne s'est pas assez vite solidarisé à 100%, inconditionnellement avec le flic auteur de ce qui pour l'instant semble quand même être une bavure. Bah non, il aurait fallu voilà lui signer un chèque en blanc dès la première annonce. Bon, écoutez, désolé, non, non. Moi, quand un agent des forces de l'ordre loge une balle dans la tête d'un citoyen, quelle que soit son origine et son background, ben, j'aimerais d'abord savoir dans quelles circonstances ça s'est passé, vous voyez, parce que moi aussi j'ai une tête de citoyen. Donc, et je pense que les auteurs du commentaire en question ou des commentaires de ce style sont plutôt dans ma situation d'ailleurs que dans celle du gentil flic et devraient de temps en temps se poser des questions, hein. Est-ce que leur crâne à eux est vraiment imperméable aux balles? Bon, parce que dans le cas contraire, il faut se poser la question hein, des limites qu'il est nécessaire d'imposer à l'emploi de la force, et notamment de la force létale, par les forces de l'ordre dans un pays, disons, civilisé, dans un pays qui est censé vivre sous l'État, dans un État de droit. Alors, concernant les causes des émeutes, j'aurais simplement trois remarques à faire. On pourrait en dire beaucoup plus, mais ça a en grande partie déjà été dit. Et il y a simplement trois points que j'ai pas vu assez souvent illustrés ou alors exprimés de façon assez maladroite. Et donc, c'est ces trois points-là que je voudrais ici mettre en exergue. Le premier point, c'est que, comme d'habitude, je ne crois pas à la conspiration pour une raison simple. C'est qu'en fait, des conspirations, comme les gens se les imaginent, c'est-à-dire en réalité comme on les voit dans les films hollywoodiens, ben, il y en a plus, mais pour une raison simple. C'est que regardez ces films, les conspirations en question, vous y voyez des hommes en chapeau haute forme, qui portent éventuellement des cols, vous voyez, les cols flamands. Bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la mise en scène filmique de conspirations qui ont vraiment eu lieu, mais au XVIe, au XVIIe siècle. Et comme on vit plus au XVIe ou au XVIIe siècle, comme deux, trois, voire quatre siècles se sont écoulés, et ben forcément, les conspirations de ce type-là, exactement comme les chapeaux et les cols et les attelages de ce type-là, ben on n'en trouve plus. Hein. La technique a évolué. Euh, et donc, je pense, moi, pour ma part, j'exclus à peu près le scénario dans lequel des malveillants, hein, peut-être en lien avec soit des services secrets, soit le gouvernement, se seraient réunis, hein, vous voyez, dans l'arrière-salle d'un café pour décider que tel jour, un certain Naël allait. Non, évidemment, ça s'est pas passé comme ça. Mais je rappelle que l'évolution des techniques de manipulation, et notamment le pouvoir de thématisation qui est celui de la presse, des médias en grande partie subventionnés soit directement par l'oligarchie, soit par des gouvernements qui eux-mêmes obéissent à cette oligarchie. Ce pouvoir de thématisation de la presse, auquel j'ai déjà consacré d'ailleurs une vidéo que je mettrai ici en lien dans la description, fait qu'on n'a absolument plus besoin de mettre en scène ou de provoquer quoi que ce soit. Des incidents comme l'incident Naël, ils sont produits malheureusement, je dirais au moins un par mois, hein, dans un pays de la taille de la France.
Donc, bah, il suffit d'attendre. Il suffit d'attendre et de braquer, de tenir ses projecteurs prêts pour le jour J, de manière à donner la publicité nécessaire dont on sait parfaitement quelles conséquences elle aura. Et là, je reviens un peu à, disons, la mère de toutes les manipulations, hein, la fameuse pandémie de 2020, qu'on ne remarque nulle part dans les statistiques démographiques de 2000, quel que soit le pays, etc. Ça n'a pas existé. Et ça n'a pas empêché une grande partie de l'humanité, y compris moi pendant une dizaine de jours au tout début, hein, d'y croire. Eh oui, c'est ça le pouvoir de thématisation des médias. Je rappelle qu'à l'époque, il y a eu le fameux épisode de Bergame, hein, donc ces hôpitaux surchargés dans le nord de l'Italie, où des vieillards mouraient dans les couloirs, etc. Bon, ensuite, par la suite, on a prouvé, coupure de presse à l'appui, que bon, bah malheureusement, c'est un état de fait qui se reproduit hiver après hiver, ou printemps après printemps, dans cette région de l'Italie du Nord où vous avez une conjonction de facteurs, un âge moyen de la population extrêmement élevé, des structures hospitalières dans un état absolument déplorable, etc. Et que donc, bon, bah voilà, ça se produisait tous les ans. Il suffisait, cette année-là, hein, au printemps 2020, de braquer suffisamment de projecteurs sur cette réalité que la plupart, disons, on va dire des téléspectateurs, par exemple français, ignoraient à peu près complètement jusque-là, pour créer, disons, la réalité spectaculaire, hein, le vrai faux événement d'une catastrophe sanitaire en Italie du Nord. Hein, et je rappelle que c'est ce modèle-là qui, avec ensuite intervention de la bienveillante République populaire de Chine, etc., bon, qui a ensuite été propagé. Hein, j'allais dire, c'est le patient zéro, hein, de l'épidémie, mais c'est une épidémie mentale, hein, de l'épidémie d'illusion pandémique qu'on a vécue en 2020. Bon. Revenons à Naël et aux émeutes récentes en France. Le deuxième point que je voulais quand même souligner, c'est que même si encore une fois il s'agit, euh, selon toute vraisemblance, du point de vue de l'appareillage médiatique, hein, de l'utilisation, on pourrait même dire récupération médiatique opportuniste d'un incident qui n'a pas été provoqué, ce que je remarque en revanche et qui me met un peu quand même la puce à l'oreille, c'est que dans beaucoup de quartiers dits sensibles, euh, quelques heures, voire minutes après l'événement, on a très vite vu non seulement des rassemblements, des émeutes, des caillassages, etc. Ça, j'allais dire, c'est l'ordinaire. Mais on a vu sortir de leurs trous, hein, de certaines caves, j'imagine, des armements tout de même assez perfectionnés et assez dangereux, hein, des armes de guerre. Et alors là, de deux choses l'une, soit les services de sécurité intérieure français ne servent strictement à rien et faisons des économies. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on continuerait à entretenir de l'argent de nos impôts des gens qui sont pas capables de repérer, parce que j'ai du mal à imaginer que ces Kalachnikov et autres joujoux seraient apparus dans les caves en question la veille de la mort de Naël. Vous voyez, ça, j'y croirais pas. Euh, Certaines, je pense, devaient être planquées là depuis des semaines, des mois, peut-être des années. Et les services français n'en avaient vraiment aucune conscience. C'est très difficile à croire. Encore une fois, de deux choses l'une, hein. Soit vraiment ils n'en savaient rien, et je pense qu'il faut rendre ces gens-là à la vie civile, hein. Il faut qu'ils se trouvent un boulot productif, voilà, qui se mettent à payer des impôts, par exemple, comme nous. Ou alors là, oui, là, je vois une manipulation. Là, je vois la volonté de laisser les choses s'envenimer le jour où, qui devait arriver tôt ou tard, hein, il y aurait une affaire Naël. Et la troisième remarque, qui est peut-être la plus intéressante, finalement la plus profonde, la plus théorique, peut-être celle d'ailleurs qui va susciter le plus de controverses, c'est, on va dire, sur les causalités profondes et la causalité à long terme, hein, la causalité dans le temps long. Alors de ce point de vue-là, effectivement, on entend plein de commentateurs, euh, d'internautes, etc. Alors je pense assez souvent des boomers qui, pour une raison ou pour une autre, se sont bloqués mentalement en février 2020
hein, ont décidé de ne pas tenir compte de tout ce qui s'est passé à partir de mars 2020 parce que ils avaient avant ça, ils étaient parvenus à une idée assez structurée, on va dire, de la réalité, des problématiques politiques, des scénarios pour l'avenir, etc. Et puis, pris par surprise par la grande réinitialisation, ils ont décidé tout simplement de ne pas en tenir compte, hein. Ça fait notamment, sous l'effet du vieillissement, ça fait partie des réactions fréquentes du cerveau humain à une nouveauté dérangeante, hein. On va la mettre entre parenthèses. Donc, ils se sont tassés pendant, bah, on va dire au moins les 2 ans du Covid, en se disant, oh, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Oui, enfin, les effets secondaires, visiblement, ça passe pas si vite, hein. Euh, qu'il s'agisse d'effets secondaires d'injection, ou bien des confinements, ou du saccage de l'économie, tout simplement, hein, l'argent magique, etc. Bon, donc, est-ce qu'il suffit vraiment de se mettre la tête dans le sable pendant 2 ans pour la ressortir et dire, ah bah ça y est, on est de nouveau en février 2020. Parlons donc d'immigration, de grands remplacements et de... Bon, j'en suis pas sûr, hein, je crois pas que ça fonctionne. Donc, ce que ces gens-là soulignent, évidemment, avant tout, de manière, c'est pas faux d'ailleurs, hein, je précise, je considère pas qu'ils aient à 100% tort. Simplement, ils le font d'une manière tellement monomaniaque et exclusive que ben, ça peut pas, c'est forcément faux au moins partiellement. Ouais. Puisque bon, bah, leur vision des choses, c'est que bon, bah voilà, il y a une incompatibilité. Alors d'ailleurs, on sait pas très bien là. Autre problème, est-ce que c'est une incompatibilité confessionnelle ou ethnique? Est-ce que le problème, c'est qu'ils sont arabes, entre guillemets, on sait bien ce que veut dire arabe en France, hein, ça veut dire nord-africain en réalité. Bon. Euh, Ce qui est assez drôle d'ailleurs quand on vu du Moyen-Orient par exemple, puisque en fait ben, dans le Mashrek, on considère pas, même si l'arabe évidemment s'est propagé en même temps que l'islam, mais on considère pas ces populations-là comme réellement arabes. Et d'ailleurs la génétique le confirme. Non, ce sont des Berbères, ce sont des Africains du Nord, ce sont tout ce que vous voulez, ce sont pas des Arabes. Et donc, bon, déjà, il y a je dirais, cette première claudication logique qui est qu'on ne sait pas très bien que. Alors, le problème, c'est quoi? C'est des arabo-berbères? C'est ça le problème, c'est simplement ethnique, hein, en réalité. Ou bien un problème idéologique, c'est confessionnel. Est-ce que le problème, c'est l'islam? Bon. Et alors, comme c'est quand même en grande partie, on va dire, à 80% en gros, les mêmes individus et les mêmes groupes sociaux qui incarnent l'un comme l'autre, au bout d'un moment, on oublie totalement, on ne sait plus très bien de quoi on parle. Euh, Puisque bon, bah, le message subliminal, c'est que bon, bah, il faut les foutre dehors, hein. Et puis comme ça, de toute façon, on sera débarrassé aussi bien du problème ethnique que du problème religieux. Bon, et donc le présupposé de base, c'est qu'il y a une incompatibilité, alors on ne sait pas très bien, soit ethnique, soit confessionnelle, mais entre ces populations remplaçantes et la population autochtone, européenne, gauloise, grand remplacée. Encore une fois, je ne dis pas que c'est à 100% faux. Je voudrais juste faire remarquer que cette incompatibilité, dans la mesure où on en accepte le présupposé, bon, que les proportions effectivement exagérées, hein, le rythme beaucoup trop rapide de ces afflux de population, de cette immigration de masse. Bon, le problème logique que j'ai avec tout ça, c'est que tous ces facteurs, hein, alors, aussi bien l'immigration de masse, l'incompatibilité présupposée entre les cultures, etc., bah, tout ça, c'était déjà très largement le cas, je dirais au moins 95%, hein, ça n'a pas pu s'aggraver de plus de 5%, on va dire entre 2018 et 2023, hein, voire même entre 2015 ou 2010 et 2023. Or, ce qu'on constate, et ça a été, je crois, quantifié par des sources relativement officielles, c'est que ces émeutes, donc de la fin juin, début juillet 2023, n'ont pas eu d'équivalent comparable depuis des émeutes qui remontent à 2005. Donc, on parle de presque 20 ans. Alors, quand il s'agit de 2005, là, en revanche, on pourrait effectivement évoquer une aggravation de la situation. C'est-à-dire que 20 ans, oui, c'est un intervalle de temps qui permet aux choses de s'aggraver, et notamment, bah, voilà, aux proportions, on va dire, au déséquilibre ethnique de s'approfondir.
En revanche, sur 5 ans, voire 4 ans, etc., ça me semble très difficile. D'où ma question. Hein, pourquoi ce qui se passe en ce moment en France ne s'est pas produit, par exemple, en 2018? Hmm. Parce qu'il n'y a eu aucune bavure. Hmm. Ah, franchement, non, j'ai du mal à y croire. Euh, donc, il doit y avoir des causes plus profondes. Et ces causes, ben, je pense qu'elles sont à chercher avant tout, justement, dans la séquence que ces internautes, ces commentateurs, ces boomers, pardon pour les boomers lucides, hein, je veux pas faire de généralisation sur des classes d'âge, c'est pas une bonne idée. Bon, mais de toute évidence, il y a une partie des boomers, on va dire partie sur le logiciel Reconquête, Croisade, etc., qui bon bah sont dans ce trip-là, hein, sont dans ce délire-là. Bon. Et donc pour moi, ben c'est dans cette séquence-là, un cher boomer reconquérant, c'est dans cette séquence-là, la séquence que justement vous ne voulez pas voir, que vous voulez frapper d'une sorte de d'amnésie sélective. Hein, c'est dans la séquence mars 2020, mars 2023 qu'il faut chercher les causes profondes. Alors non pas d'une incompatibilité ethnique, d'un problème structural vieux de décennies dans la société française, mais au moins les causes, on va dire, les causes déclenchantes, hein, les causes du déclenchement de la désinhibition, de la perte de respect, de la perte d'autorité, qui explique ce qu'on voit en ce moment dans les rues des villes de France. Et effectivement, après la répression des Gilets jaunes, après la répression des manifestations contre le pass sanitaire, après la répression des manifestations contre la réforme des retraites, mais comment voulez-vous que les forces de l'ordre en France conservent la moindre légitimité, la moindre crédibilité? Alors je sais bien il y a un aventurier politique qui a réussi un très joli coup là avec une cagnotte, etc. Bon, on a rassemblé 1 million euh, pour un flic probablement auteur d'une bavure, c'est à la justice de le dire. Enfin, qu'il y a quand même des antécédents, notamment dans le tabassage de Gilets jaunes, hein, je le rappelle, bon, qui sont un peu, bon, qui sont des antécédents inquiétants, hein, des antécédents qui le feraient plutôt porter les soupçons. Bon, je veux pas me prononcer, c'est dans les mains de la justice. Alors certes, on a réussi à rassembler une cagnotte dépassant maintenant le million, million deux, je crois, pour ce policier. Bon, faudrait voir le détail, hein. Finalement, quelques donateurs financièrement à l'aise, et puis 1 million, c'est bon, finalement c'est assez vite atteint. Hein. Parce qu'en revanche, moi, quand je regarde autour de moi, quand je parle aux gens, dans la société française, j'ai pas l'impression que ce soutien aux forces de l'ordre soit si massif que ça. Hein, déjà, je le trouve un peu prématuré en l'occurrence, mais surtout, je dirais que le préjugé d'ensemble, bah, il est plutôt négatif. Hein. Et comment voulez-vous qu'il ne soit pas négatif? Hein. Donc, il y a un problème de fond qui est la destruction, d'ailleurs préméditée, hein, puisque bah, ça fait partie du projet mondialiste, hein, pour rendre la France soluble dans ces structures multilatérales, Union européenne, OTAN, et Nations Unies, etc. Bon, bah, il faut bien un certain degré de décrédibilisation des structures héritées, des structures de l'État national. C'est la mission, c'est le job de Macron à l'Élysée et de son parti et d'ailleurs de son électorat. Hein. Ce sont des gens qui détestent l'État-nation français. Aussi bien d'ailleurs à la gauche de ce spectre qu'à sa droite. Hein, euh, encore une fois, le critère, c'est le soutien inconditionnel ou disons ce mutisme très étrange sur la question du Frexit, hein, sur la question de l'Union européenne.
hein. Donc un peu de reconquête, un peu de remigration, un peu de etc. Oui, d'accord, mais quand même pas de souveraineté, hein. C'est surtout que ça pourrait coûter de l'argent. Non, 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 pas de souveraineté. Bruxelles s'occupera de tout le nain, hein, et bah, d'ailleurs aussi de la question de l'immigration, puisque vous ne vous débarrasserez jamais de l'immigration de masse sans Frexit. Alors attention, je suis pas non plus en train de dire qu'il faudrait se solidariser avec les racailles, les casseurs, etc. Moi, j'observe tout ça avec beaucoup de froideur, hein. Je suis aussi tout à fait d'accord avec ceux qui considèrent que les revendications, aussi bien d'ailleurs légales que outrepassant le cadre de la légalité, c'est-à-dire les aspirations, on va dire, plus ou moins compatibles avec la légalité des émeutiers, sont, indépendamment de cette différence quand même importante, hein, entre légal et illégal, mais dans les deux cas, en réalité, elles sont irrecevables et irréalistes, hein. C'est-à-dire que ce soit des émeutiers plus ou moins pacifiques et qui réclament une nouvelle rasade de subventions d'argent public pour ce monde associatif, etc. Enfin, bref, la vampirisation du tissu socio-économique français par des banlieues improductives, ou que ce soit, on va dire, leur cousin un peu plus réaliste ou cynique qui va directement se servir dans le magasin de Godas. Bon, dans les deux cas, ça me semble absolument irréaliste et irrecevable, hein. On ne règle pas un problème d'improductivité, de perte de sens existentiel par une nouvelle rasade de déjeuner gratuit, hein, qui soit obtenu légalement par l'extorsion fiscale, la redistribution, la subvention, etc., ou illégalement en allant casser la vitrine. Bon, dans les deux cas, c'est sûr que c'est pas une solution à long terme, et même de moins en moins à court terme. Bon, simplement, il faut se poser la question. Cette tendance parasitaire, ces frustrations, cette tentation d'aller se servir, tout ça, ne me dites pas que ça n'existait pas en 2016, 2017, en 2018. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2016, 17, 18? Ben, au regard de ce qui se passe en ce moment, je dirais pratiquement rien. Donc, entre 2018 au plus tard, disons, les émeutes actuelles, bah, il a forcément dû se produire quelque chose. Demandez-vous quoi? Voilà, je vais conclure parce que le vent met un peu en péril mon dispositif technique. Euh, Conclure en constatant que c'est assez intéressant de ce point de vue, c'est-à-dire du point de vue des causes profondes et notamment de ce phénomène de perte d'autorité. Mes analyses des derniers mois, de toute évidence, rejoignent celles d'une part d'Éric Verreg, d'autre part aussi de Philippe Fabry, et chacun, je dirais tous les trois, dans des perspectives finalement philosophico-politiques assez différentes, on arrive à au moins une conclusion commune, et c'est que au moins de ce point de vue, hein, c'est-à-dire du point de vue de la perte d'autorité euh, de, de l'État, justement des autorités, des institutions publiques, il y a un parallèle à dresser entre la situation actuelle et la situation de la France pré-révolutionnaire, de la France d'avant 1789, des décennies et des années qui ont précédé 1789. Alors, si on va plus loin ensuite dans l'analyse et dans l'analogie, probablement que nos routes vont se séparer, hein. Euh, Philippe Fabry a l'air de vouloir pousser l'analogie assez loin, hein, donc avec son concept de révolution nationale. Et quand il compare, quand il inscrit finalement dans la même séquence 1789 en France, 1917 en Russie et la révolution nationale allemande, disons des années 20 et culminant en 1933,
Je suis assez d'accord avec lui. Oui, tout ça, c'est l'épisode, c'est l'État-nation, c'est ce que j'appelle le troisième Occident dans Covid, qui se met peu à peu en place. Alors d'abord en France, puis en Russie, en Allemagne, avec un décalage d'un siècle. Bon, quand il étend l'analogie à la séquence actuelle et commence à parler de l'imminence d'une révolution nationale européenne, alors là, moi, je ne suis plus du tout. Je ne suis plus du tout pour des raisons à la fois culturelles, c'est-à-dire cette idée d'une identité européenne, moi, j'y crois pas trop, mais une raison, à mon avis, qui pèse encore plus lourd et qui est historico-sociologique et dans ce sens-là culturel, à savoir que pour ma part, ben, tout simplement, il me manque un élément absolument indispensable, qui est la classe ascendante. Hein, c'est-à-dire que lors des révolutions nationales, donc de ce cycle 1789, 1933, pourrait-on dire, hein, en Allemagne, il y a toujours eu, il y a un élément qu'on retrouve dans tous les cas, et c'est une classe, on va dire une classe roturière, frustrée par les privilèges qu'avaient jusque-là conservés, alors soit les aristocrates en France, les aristocrates de la période pré-révolutionnaire, soit les Junkers en Prusse, ou d'ailleurs aussi les Junkers en Russie, hein, puisqu'ils avaient copié le modèle prussien. Bon, et donc il y a cette classe ascendante qui en réalité assume de facto déjà une grande partie ben, du principe de réalité, hein, du fonctionnement des économies et même déjà en sous-main des institutions, et qui simplement n'a pas le statut qui devrait accompagner son rôle de facto. Bon. Et du fait de cette frustration, au moment où la révolution commence à se consolider, j'allais dire, il y a quelqu'un pour aller empêcher l'effondrement, ou plutôt pour ramasser les morceaux. Hein, non, bon. Dans le cas de la société française actuelle et d'ailleurs de la société de l'Europe occidentale actuelle, euh, dans ce contexte de désindustrialisation, de dissolution du lien social, j'avoue que j'ai du mal à voir quel pourrait être l'équivalent de cette classe ascendante auquel un cycle révolutionnaire profiterait. Hein. Et c'est ce qui, pour ma part, m'amène à penser que à l'autre bout de ce cycle de, ce- révolution, du moins de cette crise, hein, crise très profonde, de cette dissolution hein, socioculturelle, il devrait probablement se produire un renouvellement, bien sûr, mais en fait beaucoup plus profond, hein, historiquement beaucoup plus rare. Hein. Donc pas du tout comme le pense Philippe Fabry, ce type d'événement qu'on voit se produire, on va dire un peu tous les siècles. Non, plutôt le type d'événements qui se produisent tous les millénaires, hein, c'est-à-dire les grandes transitions entre grandes cultures telles que les a définies Oswald Spengler. Là aussi, je mettrai en lien quelques podcasts que j'ai enregistrés sur un article, et d'ailleurs aussi l'article commenté, donc sur ce thème hein, de mon interprétation, mon actualisation des réflexions d'histoire culturelle qui sont celles d'Oswald Spengler. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir.